Vous n'êtes pas obligé de croire la publicité faite par un constructeur d'appareils d'électrothérapie. C'est pour cela que nous vous proposons de vous présenter cet appareil polyfonctionnel d'électrothérapie d'une façon pratique. En effet, cet appareil d'électrothérapie nous permet de délivrer et d'appliquer 3 fonctions essentielles. La première délivre des courants continus permettant la fonction d'ionophorèse. Ces courants continus étant d'autre part parfaitement stabilisés. La deuxième fonction délivrée par cet appareil permet l'application de courants à visée antalgique. Ceux-ci répondent aux dernières recherches effectuées sur les problèmes liés à la lutte contre la douleur. Et la troisième fonction de cet appareil nous permet l'application de courants excitomoteurs tant pour la fibre musculaire saine que pour les fibres musculaires pathologiques. Cette détermination est effectuée grâce à un test intégré à l'appareil et permet donc de délivrer le courant parfaitement adapté. Le châssis de l'appareil est constitué par 2 demi-coquilles métalliques recouvertes d'une peinture émaillée au four, ce qui en assure la solidité. Ces 2 demi-coques métalliques supérieures et inférieures sont rapportées sur 2 flasques latérales, flasque droite et gauche. Ceci donne une très grande solidité et rigidité à l'appareil. Cet appareil d'électrothérapie comporte essentiellement 2 parties. Une partie antérieure et une partie postérieure. La séparation entre ces 2 parties se fait grâce à la carte mère qui est une matrice d'interconnexion des différents éléments. La partie postérieure regroupe les 3 transformateurs d'alimentation ainsi que le ventilateur extracteur, que nous retrouvons d'ailleurs à la face postérieure avec la prise d'alimentation secteur, ainsi que les autres prises d'alimentation. La face antérieure de l'appareil est réalisée par la face de chacun des tiroirs, ceux-ci venant s'embrocher par un connecteur sur la carte mère. Cet appareil est muni d'une poignée pouvant être bloquée dans différentes fonctions. La fonction de cette poignée permet, entre autres, d'incliner le fronton de l'appareil sur l'horizontale et également, lorsqu'on la bloque dans la position horizontale, de protéger la face antérieure des tiroirs d'éventuels chocs. Nous voyons dans un premier temps le bloc commun. Ce tiroir est indispensable au fonctionnement de l'ensemble de l'appareil. Il regroupe des éléments électroniques rassemblés sur 2 circuits imprimés. Ce bloc commun prend place dans la partie droite de l'appareil et se glisse dans les réglettes prévues à cet effet. En bas et à droite, nous avons le bouton poussoir de mise sous tension générale de l'appareil. En haut à droite, nous avons le bouton poussoir nous permettant de faire la demande d'autorisation de traitement.
Cette demande d'autorisation est absolument indispensable, dans la mesure où l'un des principes de base de cet appareil est de déconnecter naturellement le malade de l'appareil dès le début du traitement. C'est seulement après que la demande d'autorisation aura été effectuée et que toutes les conditions de sécurité auront été remplies que le décompte minuterie commencera, ainsi que la possibilité de délivrer un courant au malade. Ce bloc minuterie, situé dans la partie haute du bloc commun, comprend deux parties. À gauche, nous avons un affichage manuel nous permettant de déterminer le temps total de traitement. À droite, grâce à cet affichage numérique, nous pouvons voir quel est le crédit du temps de traitement. Le patient peut être déconnecté du courant appliqué grâce au petit interrupteur situé sous le bouton poussoir de demande de traitement. Le courant décroît alors progressivement. Sous le bloc temps de traitement, nous avons la fonction des indications de mesure. En milliampères-mètres pour l'intensité, en volts pour la tension. Ceci grâce à deux indicateurs en valeur numérique. Ces indications d'intensité et de tension se rapportent à trois canaux. Grâce à ce commutateur qui se met successivement sur les positions 1, 2 ou 3. Dans la partie inférieure, nous avons la possibilité de rythmer les courants excitomoteurs et nous verrons ceci plus tard en temps utile. Nous pouvons donc dire que nous avons affaire au véritable cerveau de cet appareil. En effet, il s'agit du tiroir qui nous permettra de juger de l'efficacité de notre courant quant à l'intensité et à la tension, de régler la durée du traitement, mais surtout de nous assurer que toutes les conditions de sécurité d'utilisation ont bien été remplies. Le second principe de base de cet appareil est sensiblement identique à celui de la haute fidélité. Effectivement, nous disposons d'une part d'un générateur de fonction générant les courants permettant l'action antalgique, d'une part, avec toutes leurs caractéristiques propres, et d'autre part, d'un amplificateur relié au sujet. Ces deux éléments sont essentiels pour l'application de toute fonction de cet appareil. Chacun d'entre eux trouve sa place dans le coffret. Pour le générateur de courant antalgique à l'extrême gauche et pour l'amplificateur immédiatement à sa droite. Nous pouvons donc maintenant mettre l'appareil en service. Nous enfonçons le bouton poussoir qui met l'appareil sous tension générale. Nous relions le sujet aux bornes de sortie de l'amplificateur. Nous sélectionnons les courants antalgiques, puis nous faisons la demande d'autorisation de traitement. Le signal sonore, augmenté du signal lumineux clignotant, nous indique que les conditions de sécurité ne sont pas remplies. Effectivement, nous constatons que le potentiomètre du réglage de niveau de sortie
n'est pas en position 0. Si celui-ci est ramené en position 0, nous constatons que le clignotement a été annulé et que d'autre part nous sommes revenus en position de référence et que le traitement pourra être pratiqué. L'autorisation de traitement nous est alors délivrée. Nous ramenons le niveau de sortie de l'amplificateur au maximum et nous pouvons augmenter l'intensité des signaux avec le potentiomètre 10 tours. Le signal antalgique délivré est un signal de forme rectangulaire. Ce qui caractérise cette impulsion rectangulaire est son front d'établissement raide. En effet, la pente d'établissement se fait avec une durée inférieure à 5 microsecondes. Nous pouvons choisir deux paramètres pour ces impulsions rectangulaires. Tout d'abord, la durée de l'impulsion. Cette durée peut varier de 1000 microsecondes en passant par les valeurs 750, 500 et 125 microsecondes. Le deuxième paramètre que nous pouvons faire varier pour ces impulsions rectangulaires est leur fréquence. Cette fréquence peut successivement prendre les valeurs de 300 Hz, 200, 150, 100 Hz, 75 ou une valeur de fréquence comprise entre 4 et 8 Hz. Afin d'éviter l'apparition du phénomène d'accoutumance qui minore l'efficacité dans le temps des traitements antalgiques, cet appareil dispose d'un dispositif adapté sous forme dite de surmodulation. Cette forme de surmodulation est en fait la variation d'amplitude dans le temps de la courbe ou de l'intensité. Cette forme, dans ce cas, est sinusoïdale. Effectivement, nous voyons que nous avons une variation d'amplitude suivant une sinusoïde de type redressé dans ce cas. Cette surmodulation, suivant une courbe d'enveloppe redressée, ne permet pas l'application de ces courants antalgiques dans le cas où il y a une pièce métallique endotissulaire. Par contre, dans le cas où il existe une pièce métallique endotissulaire, nous pouvons choisir une surmodulation alternative, ce qui permet alors l'application de ces courants antalgiques. Cette surmodulation peut se faire également selon deux fréquences, soit une fréquence de 5 Hz, ce qui est le cas actuellement, soit une fréquence de 50 Hz, toujours en choisissant une surmodulation redressée ou bien une surmodulation alternative. Un second système permet d'éviter, là encore, ce phénomène d'accoutumance. Il s'agit de ce que l'on appelle la vobulation, qui est une variation de la fréquence dans le temps. Variation de fréquence entre une fréquence maximale et une fréquence minimale. La différence de fréquence entre ces deux plafonds et plateaux est de 75 Hz. La variation s'effectuant soit en 4 secondes, soit en 8 secondes. Nous voyons ici une variation s'effectuant en 4 secondes, variation donc de 75 Hz par rapport à une fréquence de base de 300 Hz. La variation s'effectue donc entre 225
et 300 Hz en 4 secondes ou en 8 secondes. Les différents paramètres de ces courants antalgiques que nous venons d'énoncer répondent aux notions actuelles des courants antalgiques. Ces différents paramètres ont été déterminés grâce au professeur Aron et il faudra retenir que nous pouvons sélectionner le temps de passage de chaque impulsion, sa fréquence, et que nous pouvons éviter, grâce aux deux phénomènes que sont la surmodulation et la vobulation, les phénomènes d'accommodation. Il faut préciser que l'appellation de courant de Aron correspond au courant antalgique que vous venez de voir, mais avec l'utilisation simultanée d'une part de la surmodulation et d'autre part de la vobulation. Ces deux actions se complétant efficacement pour procurer l'action antalgique. De même que pour la fonction courant antalgique, nous disposons pour la fonction ionisation d'un générateur de courant continu totalement stabilisé et de son amplificateur. Ils trouvent eux aussi leur place dans le coffret. Nous pouvons mettre sous tension. Ceci grâce à l'interrupteur de mise sous tension générale. Nous relions ensuite le sujet aux bornes de sortie du tiroir amplificateur. Nous sélectionnons la mise en service du courant continu. Puis, en fonction de la surface de l'électrode active, nous programmons une intensité de sortie. Nous allons ici la fixer à une valeur de 5 mA. Lorsque cette valeur est fixée, nous faisons la demande d'autorisation de traitement en enfonçant le bouton poussoir situé en haut du bloc commun. La sonnerie ainsi que la lumière clignotante nous avertissent que les conditions de sécurité ne sont pas remplies. Effectivement, là encore, notre potentiomètre de réglage du niveau de sortie n'était pas en position de référence. Une fois que cette précaution est prise, nous pouvons alors obtenir la demande d'autorisation de traitement. Nous avons pris soin au préalable de régler sur l'indicateur manuel du temps de traitement la durée de cette application de ionophorène. Nous ramenons à sa valeur maximum le gain du niveau de sortie de l'amplificateur. Ceci nous permet alors d'atteindre la valeur de l'intensité que nous avions programmée préalablement. Il est à remarquer que le fait de monter le gain du niveau de sortie de l'amplificateur grâce à ce potentiomètre nous interdit d'établir le courant d'une façon qui ne soit pas progressive. De même, il est totalement impossible, à partir de là, de dépasser l'intensité que nous avons programmée initialement, quelles que soient les conditions de variation de la résistance de la peau dans le cours du traitement. Lorsque le temps de traitement arrive à terme, c'est-à-dire lorsque le crédit
du temps de traitement est écoulé, l'appareil interrompt automatiquement l'intensité délivrée. Quelle que soit l'origine de l'interruption du courant, ceci se fait de façon progressive. Nous allons l'illustrer sur l'oscilloscope en interrompant de façon volontaire le courant établi ici à 5 mA de cette façon. Cette interruption s'est effectivement produite sans aucune onde de rupture particulièrement désagréable pour le patient. La fonction excitomotrice sera réalisée dans cet appareil par un générateur de fonction délivrant les courants excitomoteurs. Ce module trouvera sa place dans le coffret. Comme dans les utilisations en courant antalgique ou en courant ionisant, nous utiliserons soit un amplificateur, soit deux amplificateurs en fonction du type de courant que nous souhaitons utiliser. Nous pouvons donc maintenant mettre l'appareil sous tension. Pour ce faire, nous enfonçons le bouton poussoir permettant la mise sous tension générale de l'appareil. Nous relions aux sorties de l'amplificateur les fils permettant d'appliquer le courant excitomoteur. L'électrode punctiforme est reliée au pôle négatif. L'électrode indifférente est reliée au pôle positif. Nous enfonçons le bouton poussoir permettant de sélectionner cette fonction excitomotrice. Cependant, avant d'appliquer un courant excitomoteur, il est indispensable de savoir sur quel terrain musculaire nous devrons intervenir. Pour ce faire, nous utiliserons une procédure automatisée, plus connue sous le nom de procédure de De Bishop. Elle est basée sur l'indice de dissociation des seuils de Fishgold. Il s'agit en fait du rapport entre l'intensité minimale déclenchant la contraction avec une impulsion faradique et l'intensité minimale déclenchant la contraction avec une impulsion de type galvanique. Cette opération est réalisée automatiquement, l'appareil disposant d'un programme intégré complet. Pour ce faire, nous mettons en place sur la face arrière de l'appareil une télécommande à poussoir, soit de type manuel, soit une télécommande manœuvrable au pied sous forme d'une pédale. Nous pouvons alors faire la demande d'autorisation de test en enclenchant le poussoir. L'électrode positive est placée au point d'émergence rachidien du nerf afférent au muscle considéré ou évidemment à l'un de ses relais. L'électrode négative, elle, est placée sur l'emplacement du point moteur estimé du muscle que l'on désire faire travailler. On enfonce la poire, l'appareil émet toutes les secondes une impulsion faradique qui augmente de 1 mA à chaque fois. On relâche la poire dès que la première contraction musculaire apparaît. L'appareil conserve en mémoire cette intensité pour la séquence suivante.
Lorsqu'on enfonce la touche de télécommande, l'appareil envoie une impulsion par seconde avec l'intensité précédente. On recherche l'emplacement réel du point moteur en balayant la peau avec l'électrode excitomotrice. L'électrode est sur le point moteur réel et on appuie sur le déclencheur. L'appareil émet une impulsion faradique augmentée de 1 mA toutes les secondes. Quand la première contraction apparaît, on relâche la poire. L'intensité déclenchant cette contraction au point moteur est généralement plus faible que la précédente. On laisse l'électrode en place et on enfonce à nouveau la poire. L'appareil émet à chaque seconde une impulsion de type galvanique dont l'intensité augmente de 0,5 mA à chaque fois. On relâche la poire dès l'apparition de la première contraction musculaire. L'appareil mémorise cette valeur d'intensité. Quand on appuie à nouveau sur le déclencheur, l'appareil émet toutes les 4 secondes une impulsion de type galvanique de l'intensité précédemment mémorisée. On observe la lenteur éventuelle de la réponse musculaire dans sa mémoire. L'appareil fait le rapport entre les intensités de type faradique et de type galvanique, telles que celles que nous lisons actuellement sur le vumètre. En appuyant sur la poire, on obtient la correspondance du rapport de Fishgold sous forme d'une lettre A, B ou C. Nous voyons apparaître la lettre A qui signe un muscle non dénervé. Dès cet instant, le patient est automatiquement mis hors circuit. Il s'agit là d'une sécurité. Après cette séquence de tests, il faut faire une demande d'autorisation de traitement. Tous les courants excitomoteurs délivrés par cet appareil pour les muscles sains ont une base commune. Il s'agit d'un courant de moyenne fréquence, 4500 Hz, de forme sinusoïdale. Voici la forme de base de ce courant. Ce courant de moyenne fréquence peut être utilisé soit dans sa forme alternative, soit dans sa forme redressée. Que ce soit sous forme redressée ou alternative, ce courant de moyenne fréquence peut être surmodulé suivant une fréquence fixe de 200 Hz ou bien surmodulé suivant une fréquence variable de 0 à 200 Hz en 30 secondes. L'adjonction éventuelle d'un second générateur de courant de moyenne fréquence entraîne la création de courants interférentiels, dont les battements d'interférence pourront être compris entre 0 et 100 Hz ou 0 et 200 Hz. La plupart de ces courants excitomoteurs du muscle sain peuvent être rythmés, y compris l'interférentiel, suivant 2 rythmes, 2 secondes de travail, 4 secondes de repos, ou 4 secondes de travail et 8 secondes de repos. À l'opposé de ce que nous avons vu en A, lorsque le résultat du rapport de Fishgold
nous indique un muscle partiellement dénervé. L'appareil affiche la lettre B clignotante. Ceci indique la nécessité de procéder à un test complémentaire qui détermine la climalyse et la pente limite. Ce test est également automatisé et nous procédons de la manière suivante. Lorsqu'on appuie à nouveau sur le déclencheur, l'appareil utilise une proportion invariable de l'intensité galvanique relevée dans la première partie du test. Il émet toutes les 4 secondes une impulsion à pente progressive. Le temps d'établissement de cette impulsion croît automatiquement de 10 millisecondes à chaque fois. Nous pouvons effectivement constater que cette pente s'incline sur l'horizontale On relâche la poire lorsque l'observation clinique du muscle fait apparaître le remplacement d'une réponse musculaire rapide par une réponse lente. L'appareil met alors en mémoire cette valeur qui correspond au seuil de climalyse. On continue en appuyant de nouveau sur le déclencheur jusqu'à ce que la réponse musculaire disparaisse totalement. Le temps d'établissement de cette impulsion croît là encore automatiquement de 10 millisecondes à chaque fois. Nous pouvons constater, comme précédemment, que la pente continue de s'incliner sur l'horizontale. La dernière valeur déclenchant la contraction musculaire est mise en mémoire automatiquement par l'appareil et correspond à la pente limite. Pour conclure, on appuie une dernière fois sur le déclencheur de télécommande. Ceci donne à l'appareil l'ordre de fin de test. La mémoire reste intacte, mais le patient est mis hors circuit par souci de sécurité. L'autorisation de traitement ayant été accordée et l'appareil ayant mis en mémoire les valeurs de climalyse et de pente limite, le muscle est automatiquement stimulé dans la fourchette de ces valeurs, assurant donc la stimulation des seules fibres dénervées partiellement. L'appareil délivre alors une impulsion toutes les 4 secondes, ce qui garantit un temps de repos suffisant. Nous pouvons constater que nous retrouvons les inclinaisons de pente déterminées lors de la recherche de climalyse et de pente limite.
À la différence de ce que nous venons de voir, lorsque le résultat du rapport de Fishgold nous indique un muscle totalement dénervé, l'appareil affiche la lettre C. Le traitement est alors réalisé par l'envoi d'impulsions stéréotypées dont les caractéristiques sont les suivantes. Front de montée d'une durée de 50 millisecondes de façon exponentielle, plateau de 100 millisecondes et chute progressive exponentielle de 50 millisecondes. Ce nouvel outil thérapeutique n'a pu être réalisé que grâce à une collaboration efficace entre les électrologistes, les praticiens et les électroniciens, chacun apportant ses connaissances dans son domaine propre.